Bonjour à toutes et à tous. Avec Rivacom, nous lançons une émission avec la lettre économique de Bretagne. La première est aujourd'hui. Elle se déroule dans le cadre de l'Open Blow de Rennes. Et 3 invités donc, qui vont inaugurer cette nouvelle formule, cette nouvelle émission. Alors, je vais vous les présenter. D'abord, nous avons Karim, qui est lui le patron et le créateur de Gweneg. Est-ce que vous pouvez nous dire, Karim, en 2 mots, ce qu'est Gweneg ? Gweneg.bzh est une plateforme de financement participatif dédiée au financement des entreprises bretonnes. On propose aux Bretons et aux Bretonnes de participer à la création des emplois futurs de leurs enfants en finançant les entreprises locales. Oui, mais alors, ça, voilà, c'est vite dit. 1 ou 2 chiffres, peut-être ? Tout à fait. Un peu plus de 120 entreprises financées, 50 millions d'euros collectés, une communauté de 10 000 souscripteurs basée quasi exclusivement en Bretagne. Pas mal. Tout ça depuis un peu moins de 5 ans, 2015, date de création. Bon, on aura l'occasion de revenir sur tout ce que vous pensez de la situation actuelle et peut-être aussi de l'avenir. Vous, Mathieu, vous êtes l'homme de la maison finalement. Vous êtes ici chez vous, puisque c'est vous qui pilotez l'Open Blow de Rennes, c'est bien cela ? Oui, et d'autres événements. Oui, tout à fait. Ouais. Pour Rivacom Events, on est pendant 10 jours, un peu plus même avec le restant du montage ici aux Libertés, chez nous, pour installer l'Open Blow Rennes. Donc voilà, et on accueille à la fois des sportifs, du public, mais aussi évidemment beaucoup d'entreprises. Oui, et il y aura d'autres Open. Bien sûr, on organise aussi l'Open de Vendée, en Vendée, le 5 octobre, l'Open de Brest Crédit Agricole le 25 octobre, et puis un nouveau tournoi au calendrier, l'Open P2I Angers-Rennes-Loire, qui est un tournoi de la catégorie WTA, et donc un tournoi féminin. Oui. Jérôme, je ne sais pas s'il faut vous présenter, mais beaucoup de gens ici vous connaissent en tous les cas, puisque vous êtes le patron d'un événement très important en France qui s'appelle les Vieilles Charrues. Les Vieilles Charrues, oui. Merci de l'invitation déjà. Ouais. Ça fait plaisir d'être là. Oui, un festival qui a connu un gros succès les dernières années. Puis comme tout le monde qui a vécu un coup d'arrêt un peu brutal, on a fait en sorte de dompter ce Covid pour pouvoir enfin relancer la machine cette année et célébrer les retrouvailles entre le public et les artistes. Ça n'a pas été simple, mais on a réussi à passer cette première étape et on n'est pas mécontents. Oui, parce que vous avez accueilli combien de personnes dans l'édition de juillet ? Là, on était à 5000 personnes par soir maximum. C'était la contrainte que l'on avait au moment du lancement de non pas une adaptation de festival, mais la création d'un nouveau format. Par contre, au lieu de faire 4 jours, on a fait 10 soirs pour vraiment faire en sorte d'accueillir le maximum de gens et le maximum d'artistes. Ouais. Et vous avez senti que les gens étaient satisfaits, heureux de retrouver un festival comme celui-là ? Toutes les équipes étaient vraiment ravies déjà de retravailler. Les partenaires, les fournisseurs, les prestataires aussi. Les artistes, bien évidemment. Ils n'étaient pas montés pour certains sur scène depuis 1 an et demi. Et puis le public, même si nous, on a essuyé les plâtres au tout début, le pass sanitaire, les contrôles, etc. Il y avait un peu de retenue au début, parce que se retrouver debout, sans masque, un verre à la main, à suivre un concert, ça faisait 1 an et demi qu'on ne l'avait pas fait. On avait perdu l'habitude. On avait presque perdu l'habitude. Et puis au bout de 24 heures, 48 heures, on a retrouvé l'ambiance festive et chaleureuse des Vieilles Charrues. Oui. Alors, on a tous vécu cette période difficile du Covid, de la Covid-19, je ne sais pas comment on dit. Projetons-nous, si vous voulez bien, Karim, vous, là maintenant, on est en train de sortir de cette crise, c'est tout du moins ce qu'on nous dit au plus haut niveau de l'État. Comment vous adaptez ? Quels sont vos projets ? C'est très intéressant. Il y a eu une période avant crise sanitaire et post-crise sanitaire. Ce qui est certain, c'est qu'auprès de nos souscripteurs, il y a eu une prise de conscience. Avant, on parlait beaucoup du consommer local, du produire local. Aujourd'hui, c'est le financer local. Je veux donner du sens à mon épargne. Je veux à tout prix permettre à certains projets d'éclore, mais localement. Donc, je m'intéresse et j'interagis avec mon écosystème et mon territoire. Et là où on voyait plutôt des investisseurs professionnels classiques pour financer de l'économie, aujourd'hui, on a une demande très forte de la part des citoyens locaux de financer des projets dits de transition. Le mot transition et impact, c'est quand même assez important. Oui, ça veut dire quoi, des projets de transition ? Les projets de transition énergétique, production d'énergie renouvelable. On prend en Bretagne le photovoltaïque, les énergies marines, les transitions agricoles, comment accompagner nos agriculteurs dans de la production qui sera un peu moins impactante sur un plan environnemental, par exemple moins de phytosanitaires, apporter des solutions techniques, technologiques. Les transitions d'usage, on parle beaucoup de la silver economy, comment accompagner nos seniors dans des nouveaux modes d'habitat. Oui, et ça dans la proximité. Je veux dire, on veut que ce soit ici sur le territoire et non pas
à l'autre bout de l'Europe ou à l'autre bout du monde. Non seulement la territorialité, elle est forte, mais je dirais c'est quasiment la territorialité à 20 minutes ou à 30 minutes de chez moi. Nous, je veux voir, en fait. Exactement. À où sentir. Exactement. Nous, on a un adage chez Gweneg, on dit on est breton, on est tous bretons à Gare Montparnasse. Dit en d'autres termes, c'est le pays bigoudin, c'est le pays de Brest, c'est le pays de Rennes. Donc c'est vraiment autour de moi, c'est mon écosystème. Ça, c'est assez intéressant. Et les gens, ils mettent combien et on met quoi comme ticket? Parce que c'est vous et moi. Enfin, je veux dire, c'est ouvert à tout public. Tout à fait. C'est très intéressant. Une des dernières opérations qu'on a fait, c'était un parc photovoltaïque le plus grand en Bretagne. En fait, on avait mis volontairement un ticket de souscription à 500 €, un ticket maximum à 10 000 €. Vous me direz 10 000 € déjà, faut déjà les sortir. Et en fait, on a eu un panier moyen qui était supérieur à 6 000 € de souscription. Et donc, du coup, c'était absolument pas une question de revenus, c'était une question d'implication dans le territoire. Je finance de la production énergétique propre. J'ai un placement à 4,80 par an. On est quand même sur quelque chose qui est assez intéressant. Alors que dans les banques, on est beaucoup plus bas. Voilà, tout à fait. Un placement classique est bien moins rémunéré. Ça, c'est un placement intéressant avec un impact positif sur la production énergétique, mais surtout, c'est à 20 minutes de chez moi. Donc, quand vous avez cette triptyque, forcément, l'engagement, il est très fort. Et en termes de nombre, on a eu 180 souscripteurs et en termes de montant, donc on est bien loin du... Oui, mais enfin, il y a des risques quand même. Oui et non. Nous, le métier de Gweneg, c'est justement de quantifier les risques. Typiquement, on instruit 300 dossiers par an, on en met entre 15 et 30 maximum. Donc 10% des dossiers sont seulement présentés à nos souscripteurs. Est-ce qu'on pourrait imaginer, vous, Jérôme, que vous puissiez faire appel à une plateforme comme celle-ci ou une autre d'ailleurs, si vous avez besoin de sous? Je ne sais pas si vous en avez besoin, mais bon. Nous, le modèle économique des Vieilles Charrues, il est très particulier. On vit à 80% grâce au public. Oui, c'est ça. Et 20% grâce aux partenaires mécènes. Partenaires mécènes nous permettent de maintenir un prix d'entrée qu'on n'a pas augmenté depuis près de 10 ans, à partir de 44 € la journée, qui est anormalement bas, mais on veut rester accessible au plus grand nombre. Et après, le public, le modèle économique, il a évolué aussi, la manière d'organiser, les coûts de production, le secteur en lui-même. Il y a quelques années, les artistes gagnaient leurs revenus sur le disque et la tournée servait de promotion. Ça s'est inversé. Oui, ça s'est complètement inversé. Un budget de programmation qui, en 10 ans, est passé d'1,7 million à 4,5 millions. Donc, il faut trouver des revenus. Donc, on y arrive grâce au nombre de spectateurs qu'on reçoit. Mais aujourd'hui, l'obligation qu'on a, qui est très compliquée, il faut qu'on arrive à vendre à peu près 90% des billets pour faire zéro. Donc le risque, il est énorme. C'est pour ça qu'une année de Covid, quand tout s'arrête brutalement, on a un budget de 17 millions d'euros, on a 0 subvention. Le risque est colossal. Donc on a ces partenaires qui nous soutiennent. On a des projets aussi pour l'avenir, notamment de pérenniser les installations sur des terrains, sécuriser les terrains. Mais je ne sais pas de quoi sera fait dans 5 ans, 10 ans. Donc vous n'y avez pas réfléchi à cela pour le moment en disant on pourrait faire une levée, enfin j'en sais rien, aller avec le financement participatif. Tout à fait. D'où l'intérêt de ces rencontres un petit peu impromptues pour lancer des idées et réfléchir collectivement. Pourquoi pas. Et là, vous avez été aidé par l'État ou comment les choses se sont-elles passées? Oui, sur l'année, en fait, une année sans activité pour nous, en n'ayant fait quasi aucune dépense. On avait un risque de 5 millions sur la programmation. On s'est arrangé avec les producteurs en reprogrammant les groupes pour soit 2020, soit 2021, soit 2022. Mais oui, on a été aidé. Ça nous a coûté 1,8 million d'euros. On a eu le chômage partiel. Il y a eu quelques premières aides via la DRAC, le Centre national de la musique. Ensuite, on a eu le fonds de solidarité également. Et puis là, ils viennent de tomber pendant l'édition des Charrues, un fonds de sauvegarde et un fonds festival qui nous permettront, c'était le souhait qu'on avait pour nous, mais pour tous les autres acteurs culturels, de ne pas avoir d'impact économique, financier pendant ces 2 années de crise. Et aujourd'hui, l'engagement notamment de la ministre de la Culture, elle l'a tenu, elle est venue le dire aux Vieilles Charrues. On fera tout pour aider les festivals, y compris les Vieilles Charrues, et qu'on arrive au moins à équilibrer les éditions. Oui, donc l'État a joué le jeu, enfin, on peut dire ça. Et pour vous, alors comment les choses vont-elles évoluer? Il y a eu aussi des annulations, bien évidemment. Là, vous êtes en plein développement, vous occupez de toute la partie sport de Rivacom. Comment voyez-vous les choses? Quel bilan vous tirez de cette période très compliquée pour toute l'économie? Oui, ça a été compliqué, évidemment, en particulier pour tout l'événementiel. Évidemment, l'événementiel sportif n'y a pas coupé. Alors, comme vous le disiez tout à l'heure en préambule, on sent qu'on est en train de sortir de cette crise. Nous, la bulle qui est imposée autour des joueurs devient un peu plus vivable et on peut recommencer à faire les choses à peu près normalement. Là, sur l'événement, on est imposé au pass sanitaire, mais à partir du moment où on rentre sur le site et qu'on a présenté son pass sanitaire, on peut vivre l'événement en tant que spectateur, en tant que partenaire à peu près normalement. Sans masque ?
Sans masque, il est vu. recommandé, mais il n'est pas imposé. Donc, parce que les gens sont vaccinés, a priori, tous ceux qui sont là. Exactement. Et en plus de ça, nous, on a des protocoles de l'ATP pour le staff d'organisation, pour les joueurs, où on passe, j'y étais ce matin, tous les 2 jours, on est testé. Moi et puis une partie de l'organisation, et tous les joueurs sont testés. Donc on a encore des protocoles qui sont assez lourds, qui alourdissent encore l'organisation et le budget aussi, parce que ça a un coût tout ça. Donc évidemment on a hâte d'en sortir parce que c'est des charges en plus. Maintenant, nous, c'est vrai qu'on a pris la décision en mai, donc très tardivement, mais on a vraiment voulu relancer nos événements parce que on s'est dit que même si ça allait être plus compliqué, même si financièrement ça allait être difficile aussi, on voulait être là, et c'est important d'être là. Et d'ailleurs, on le voit parce que tous nos partenaires, le public, tout le monde est vraiment content de se retrouver, de enfin revivre un événement. Donc voilà, même si c'est pas encore dans des conditions idéales, même si on va dire le système économique, le modèle économique de nos événements est impacté par tout ça, c'est important d'être là, c'est important de relancer parce que voilà, c'est long un an sans Alors le modèle économique, vous l'avez revu, vous êtes en train de le revoir, qu'est-ce que vous allez changer ? Alors, dans le sport, c'est difficile. On a beaucoup parlé des modèles digitaux ou des modèles hybrides. Bon, dans le sport, il y a eu quelques essais, mais c'est quand même compliqué de faire quelque chose sur le mode digital dans nos activités. Oui. Est-ce que les gens répondent sur le mode digital C'est comme si les vieilles charrues, on les faisait en digital. Il y a des choses qui sont faites sur la partie culturelle. Je sais pas, mais... On a vu effectivement, alors au tout début c'était des Facebook Live ou des choses comme ça, après on a vu des captations de concerts un peu originales avec un ticket d'entrée payant mais qu'on regardait sur son ordinateur ou sa télé. Bon, j'ai pas l'impression que ça ait fait un énorme score. Après, ce qu'on envie de voir les gens, c'est des concerts en live, c'est se retrouver, c'est partager. C'est ça, oui. C'est pas, et on le voit, si ça marchait, il y aurait plein d'émissions de télé avec... J'ai vu qu'il y avait eu des essais à droite à gauche, des vedettes qui ont essayé de lancer ça. Oui, c'était aussi pour occuper le temps. Il y avait aussi des aides pour les répétitions, pour des captations, etc. Pour pas que justement ceux qui créent, notamment, soient complètement à l'arrêt ou puissent pas proposer leur nouvelle création. Maintenant, je suis pas sûr que le public attend vraiment ça, qu'il y ait un modèle économique. Si on résume, on peut dire que rien ne vaut la présence physique, quoi. D'autant plus que c'est vrai que on a un événement de territoire, donc voilà, les gens, il faut qu'ils se rencontrent, il faut qu'ils se croisent, il faut qu'il y ait des interactions, sinon ça n'a plus de sens. Puis c'est partager les émotions aussi. Oui, c'est ça. C'est que ce soit un concert live avec 5000 personnes aux Libertés ou 70 000 aux Vieilles Charrues, ou voir un match de tennis où on est à quelques mètres des joueurs, ça n'a rien à voir quand on le regarde à la télé. C'est partager ces moments-là qui est essentiel. Question un peu délicate, mais la gestion de crise, c'est-à-dire si demain revient un événement, personne ne le souhaite évidemment, mais un événement comme celui-là, vous y êtes prêts ? Enfin, je veux dire, vous avez les uns et les autres du coup réfléchi, mis en place des structures. Je vois que vous dites oui de la tête. Disons que déjà la crise brutale, on a dû réagir très vite pour pas justement mettre en péril nos structures et puis les emplois de nos équipes, et puis ensuite trouver des solutions avec l'État pour avoir un accompagnement pour pouvoir redémarrer dans les mêmes dispositions. C'est ce qu'on est en train d'arriver. Donc aujourd'hui, bien évidemment, si demain il se repasse quelque chose, on aura tous ces indicateurs-là qui seront à peu près les mêmes. Quand on montre un événement, je prends l'exemple des Vieilles Charrues, mais je pense que pour le tennis, ça va être à peu près la même chose. Il y a l'indicateur des partenaires. Nous, dès le début de la crise, on a su que certains partenaires étaient impactés, comme tout le monde, mais ne pourraient pas honorer les engagements. Oui, c'est ça. Donc on perdait de l'argent. On avait la chance, on était complet. On avait la billetterie qui était réglée. L'autre indicateur, par exemple, c'était d'analyser la situation, l'évolution de la crise. On a vu que par continent, on fermait les frontières, on suspendait les vols. Nous, le dernier continent, c'était les États-Unis. On avait plein d'artistes américains qui génèrent de la billetterie, l'attendent des gens. Si les artistes ne venaient pas et ils n'allaient pas venir, on allait être amené à rembourser le public. Et un dernier volet important pour l'accueil du public, on doit mettre en place un dispositif de secours à la personne. C'est 250 secouristes et un hôpital de campagne avec une cinquantaine de médecins. Ils étaient où en première ligne ? Dès le 3e jour de confinement, on sait qu'il n'y aura pas de festival. Bien sûr. Donc il faut prendre ces décisions dures. Très rapidement. Dans chacun de nos modèles, c'est identifier les quelques facteurs qui font que tout de suite, ça peut mettre en risque la structure. En fait, l'entreprise
ça l'a fait mûrir encore un peu plus. Très Absolument. certainement. Pour le cas des charrues, on a beaucoup échangé en interne, beaucoup échangé aussi avec d'autres professionnels, dans le sport comme dans la culture. Ça donne beaucoup de force. Après, on a vu aussi certains collègues qui ont été un peu tétanisés par la situation, complètement perdus. Après, le fait de ne pas savoir ce qui va se passer, de ne pas savoir ce qui se passe et quand ça va s'arrêter, c'est compliqué aussi. Donc c'est mieux d'être à plusieurs à échanger pour justement partager un peu les analyses et puis ensuite travailler avec ceux qui décident pour savoir comment et pourquoi ils vont décider et nous apporter notre expertise. C'est ce qu'on a fait notamment pour rouvrir le festival avec le pass sanitaire. On a participé à la mise en place du pass sanitaire. On va demander à Karim, parce que vous êtes partenaire, enfin ici vous êtes, je ne sais pas comment on dit, partenaire aussi. Alors vous, dans votre entreprise, qui est d'une pas une très grande entreprise, mais en même temps qui a besoin de se faire connaître, et notamment du grand public, puisque vous disiez quelque part vos investisseurs, c'est aussi vous et moi, c'est le chaland quelque part. Comment faites-vous? Est-ce que vous dites qu'après le Covid, je vais peut-être faire dèche, je vais pas investir, en tous les cas, je vais pas être partenaire ici, peut-être partenaire là. Comment choisissez-vous vos cibles Pour rebondir d'abord sur le premier élément, je pense que la crise sanitaire a amené quelque chose qui est important, qui est l'agilité. Beaucoup d'entreprises ont introduit l'agilité, la mutation n'a pas forcé. Tout de suite, on s'est remis en question et la capacité d'apprendre très rapidement. Donc ça, c'est vrai que ça a été un élément marqueur. L'État a été très présent avec les PGE, avec les modes de financement. On a la chance en France et en Europe, et on ne le dit pas assez, quand même, on a eu un gros filet de sécurité qui a permis à bon nombre d'emplois d'être préservés. Nous, côté partenariat, je dirais c'est presque un partenariat de cœur avec l'Open. On est sur un événement, on est en même temps sur du collectif, mais de la performance individuelle dans un environnement concurrentiel. On est sur des sports qui apportent des valeurs. Je dirais presque que c'est un esprit sain dans un corps sain, voire le contraire. Et un événement comme l'Open de tennis de Rennes, qui a lieu à Rennes, intramuros, qui permet au public rennais de venir rencontrer des têtes d'affiche, de se rencontrer, qui permet aux acteurs du monde économique de venir échanger. On en parlait tout à l'heure, on a besoin de rencontres physiques. L'homme est un objet social imparfait. On a besoin de contact. Et faire des choses structurantes pour le territoire, comme ces événements culturels et sportifs, c'est élémentaire pour nous et c'est complètement décorrélé de l'activité commerciale. C'est assez rassurant ce qu'il dit en soi. C'est-à-dire que vous, qui organisez un événement comme celui-là, les sponsors, ça se trouve encore. Je veux dire, ils n'ont pas tous fermé la porte parce qu'ils ont peur du lendemain. Non, nous, au contraire, sur cet Open, justement, on a pu observer vraiment vraiment une fidélité. Il y a vraiment une dynamique qui est excellente et qui, en tout cas, on n'a pas senti freiné par la Covid. Sur d'autres territoires, sur certains autres de nos événements, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, ici à Rennes, ça n'a vraiment pas été le cas. Et vous avez même eu de nouveaux sponsors ou... Oui, bien sûr. Oui. On a sur la partie sur les partenariats privés, on a largement augmenté nos revenus parce que le tournoi a été aussi sur une bonne dynamique, parce que aussi on a la chance de pouvoir compter sur tous les secteurs d'activité, et on a eu très peu de défaillances de partenaires, mais vraiment, je les compte sur les doigts d'une main. Donc ça, c'est effectivement très rassurant. Après, moi, je suis pas, j'ai aucun doute sur le modèle qu'on propose, sinon je serais pas là. Et je suis convaincu de la pertinence de notre événement sur un territoire. Donc, effectivement, la Covid peut le freiner, mais sûrement ils sont pas plus durs à convaincre ou pas je sais pas, même aux Vieilles Charrues, peut-être les artistes ou les sponsors, parce que vous en avez des sponsors. Je pense que depuis une dizaine d'années, alors ça existait beaucoup et quasi exclusivement dans le foot. Il y avait beaucoup d'entreprises qui soutenaient, qui allaient au-delà du soutien, et au-delà de voir même la compétition en elle-même, c'est un lieu de rencontre. On rencontre des chefs d'entreprise, on y amène nos collaborateurs, on invite des prospects, nos clients, etc., etc. La musique, ça n'existait pas il y a une dizaine d'années. On a créé ce lieu de rassemblement. On est passé d'une trentaine d'entreprises à 250. Il y a quasi 5000 VIP par jour. Ah oui, c'est énorme. Ils ont besoin de se retrouver dans des lieux, des moments différents, vraiment décorrélés de leurs habitudes dans le fonctionnement, dans le travail, etc. Et de vivre et partager des émotions. Quand on vient que ce soit sur l'Open ou aux Vieilles Charrues, en bout de 5 minutes, les gens vont se tutoyer. Et les affaires vont se faire beaucoup plus rapidement. Donc on a besoin de ça. Et encore une fois, c'est vivre et partager des émotions, quelque chose qu'on ne serait peut-être jamais allé voir, et que là, l'entreprise le permet.
et grâce aussi à un organisateur qui va proposer, quand on voit le plateau cette année de l'Open de Rennes, voilà, je pense que ça a passé un gap et les entreprises et même le public, mais les entreprises vont venir davantage pour voir aussi autre chose que ce qu'on voit traditionnellement, c'est le foot. Un des enjeux aujourd'hui pour les entreprises bretonnes, c'est la marque employeur, c'est attirer des jeunes talents et être présent dans ce type d'événement, effectivement, inviter les salariés, permettre aux jeunes recrues de voir l'évolution et l'écosystème de l'entreprise, c'est un élément hyper différenciateur. Donc il ne s'agit pas seulement de s'exposer, mais de bien montrer que l'entreprise est ancrée dans son territoire. Ça. Là, vous abordez un autre sujet, c'est-à-dire la difficulté pour les entreprises de recruter. Les systèmes classiques ne suffisent plus. Pôle emploi, très bien, les petites annonces, ça ne marche plus, ça. Donc vous dites, voilà, c'est un moyen pour l'entreprise de se faire mieux remarquer. Exactement. On est sur la marque employeur. Je suis partenaire de l'Open de tennis. On a des jeunes recrues qui aiment le sport, qui aiment ce sport-là en particulier, en se disant tiens, c'est super, j'ai vu telle entreprise. Les entreprises qui invitent leurs salariés, leurs fournisseurs, leurs partenaires, tout ça, c'est des écosystèmes qui valorisent l'entreprise dans son écosystème et son positionnement. Tout à fait. Ça, vous le sentez, l'histoire, l'emploi, difficulté de recrutement, de plus en plus, toutes les boîtes qui cherchent des méthodes nouvelles pour attirer les jeunes talents? Ça, c'est une évidence. Il y a deux problèmes quand on discute avec nos partenaires et nos chefs d'entreprise. C'est les problèmes de fournisseurs en ce moment et puis les problèmes de recrutement. Quand on va voir des agences d'intérim maintenant, leur problème, c'est pas de trouver des entreprises, c'est de trouver des intérimaires pour leurs clients. Donc évidemment que ça, c'est un sujet, on constate. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous, on lance, comme beaucoup d'autres événements d'ailleurs, des job dating, des journées. Voilà, on a une opération sur les Open de tennis qui s'appelle Job Set and Match, qui permettent à des entreprises de faire venir des potentiels recrues sur l'événement, avec l'attractivité de l'événement derrière, évidemment. On a aussi des partenaires qui, au sein de leur stand dans le village grand public, font des opérations de façon individuelle. Le groupe Blo l'a fait cette semaine, pour proposer à des candidats de venir se rencontrer sur l'Open. C'est vrai que c'est plus sympa de venir sur l'Open que dans des endroits du pays. Ça donne des perspectives nouvelles, finalement, à vos entreprises et à vos associations. Ça montre effectivement que nos événements sont des moments importants dans la stratégie des entreprises. Effectivement, nous, on a aussi pas mal d'entreprises qui font des activations sur le site du festival pour attirer les jeunes et pour leur présenter leur entreprise en vue de justement d'embaucher dans les mois à venir. Et le West Web Festival, on peut dire ce que c'est, mais je veux dire, c'est la réunion là, de tous les geeks, des startups, etc., avec quelques têtes d'affiches qui viennent présenter leurs projets, leur innovation. Et effectivement, le fait de le faire à Carhaix au moment des vieilles charrues, ça permet d'entremêler, j'ai envie de dire, différents secteurs d'activité, différentes personnes avec différents projets, et puis de découvrir un festival dont beaucoup parlent, mais peut-être que certains ne sont pas encore venus parce que soit il n'y a plus de place, soit à Carhaix, c'est quand même pas non plus... Bon, vous préparez la prochaine édition, ça y est ? Oui, ça y est, on a redémarré avec l'équipe. Là. Ça ne s'arrête vraiment jamais, mais là, on est reparti depuis une quinzaine de jours, et puis l'objectif, c'est de revivre le festival sous la forme que l'on connaissait, c'est-à-dire 4 jours de festival et accueillir autour de 70 000 personnes par soir. Donc on va remettre toutes les équipes au travail. Maintenant, pour préparer la suite, même si les choses semblent s'améliorer, on aura encore besoin de travailler avec les autorités et les ministères pour étudier avec eux l'évolution de la situation, connaître quels sont leurs points d'observation, qu'on puisse les partager afin de rester vigilant et de voir comment aussi, indépendamment de l'évolution de la situation sanitaire, c'est quelles modalités aussi on aura pour accueillir le public. Parce que cette année, alors le pass sanitaire, là maintenant, c'est simple, c'est facile. Quand on l'a, nous, mis en place sur le festival, il y avait encore quelques difficultés, les points de concordance d'identité, etc., qui sont plus nécessaires. Mais voilà, c'est tous ces points-là qu'il faut anticiper, discuter. Et là, pour le coup, nous sommes maintenant experts en matière d'accueil du public. C'est quelque chose d'important. On a toujours aussi, il faut le rappeler, la vigilance sur le plan Vigipirate. On a la sanitaire maintenant. Et quand on accueille entre 5, 10, 20, 30 000, 70 000 personnes chaque semaine ou chaque jour, on a un petit savoir-faire qui commencez à avoir un bon qui est intéressant de consulter pour prendre les bonnes décisions. L'Open cette année, l'année prochaine, ça y est, vous y retravaillez déjà ou... En général, pendant l'Open, je suis déjà dans l'Open. Vous êtes déjà dans le suivant, quoi. Voilà, mais évidemment, oui, on y
voilà, ça s'arrête jamais. Hein, dès la fin de l'Open, on est déjà en train de travailler sur le prochain. Ouais. Et puis on en a d'autres aussi qui arrivent, mais oui, évidemment, on est déjà dedans. Ouais. Je vous sens optimiste tous les trois. Karim, vous aussi, vous dites finalement, avec ce nouveau modèle, on parlait de l'ancien monde, on a parlé du nouveau monde. Le nouveau monde, c'est peut-être pas celui auquel celui dont on nous parlait. C'est à nous de le construire. Voilà, c'est ça. Mais il y a un jeu, véritable nouveau monde qui est en train d'arriver. En tous les cas, tout à fait. C'est un monde fait d'opportunités et de remise en question et d'agilité, mais qui ouvre de très très belles perspectives. Merci à tous. Il faut innover en fait. C'est Ouais. des contraintes, il faut en faire des forces et inventer de nouveaux modèles. Merci à tous les trois pour cette première. Merci beaucoup. Belle journée. Merci bien. Merci.